Je pliais du linge un samedi matin calme quand mon téléphone a sonné un numéro inconnu. C'était l'ex de mon mari. Elle a dit qu'elle voulait juste clarifier les choses. J'ai demandé, clarifier les choses à propos de quoi? Il y a eu une longue pause. Puis elle a murmuré, attendez. Vous ne savez pas? C'était l'un de ces samedis matins calmes où tout semblait en sécurité. Je me tenais dans le salon, pliant une pile de linge chaud. L'odeur de lavande s'accrochait encore au tissu. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, douce et paresseuse, comme si la journée elle-même n'avait aucune hâte. Je me souviens avoir pensé aux crêpes, peut-être aller au magasin plus tard. C'est alors que mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais mon instinct m'a dit de décrocher. Allô, ai-je répondu, déjà préparé à un appel d'arnaque ou à un mauvais numéro. Mais ensuite, cette voix, douce, nerveuse. Salut, c'est Laura? C'est Camille. Mon cœur s'est arrêté une demi-seconde. Camille, l'ex d'Éric. Je n'avais pas entendu son nom depuis des années. Mon cerveau s'est efforcé de comprendre son ton, de comprendre pourquoi elle m'appellerait. Elle a dit qu'elle voulait juste clarifier les choses. S'excuser. S'excuser. Mon estomac s'est serré. J'ai gardé ma voix ferme. S'excuser pourquoi? C'est laquelle a hésité. Et je veux dire vraiment hésité, comme si elle venait de réaliser qu'elle venait de marcher sur un champ de mine à pieds nus. Puis elle a posé la question. Attendez, vous ne savez pas? Tout mon corps s'est refroidi. Savoir quoi, Camille? J'ai insisté. Même si mes instincts hurlaient déjà, le silence qui a suivi n'était pas juste inconfortable. Il était bruyant. Et puis, comme un secret qui se dévoile trop vite, elle l'a dit. Nous nous sommes revus. Je me suis figé. Je n'ai rien dit au début. Je ne pouvais pas. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée dans la colonne vertébrale. Mes mains, tenant toujours un t-shirt, ont commencé à trembler. Camille a dû se rendre compte de ce qu'elle avait fait, car elle a immédiatement fait marche arrière, parlant trop vite, trop doucement, disant qu'elle pensait qu'il me l'avait dit et qu'elle n'avait pas voulu que cela sorte comme ça. J'entendais à peine par-dessus le grondement dans mes oreilles. Mon cœur battait si fort que c'en était douloureux. Je pensais qu'il allait bientôt tout avouer, a-t-elle marmonné. Ces mots, tout avouer, comme si elle me rendait service en me le disant finalement. J'ai eu envie de hurler, de pleurer, de jeter quelque chose, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là, à fixer le téléphone comme s'il m'avait trahi aussi. Depuis combien de temps? J'ai finalement murmuré. Elle a hésité à nouveau, puis doucement. Quelques mois. Mes genoux ont failli céder. Des mois. Pendant que j'étais là à plier ses vêtements, il se repliait dans les bras d'elle. Je ne me souviens pas comment l'appel s'est terminé. Je pense que j'ai raccroché. Ou peut-être que c'est elle qui l'a fait. Tout ce qui s'est passé ensuite a été un flou. Juste le son du silence et le faible battement de l'humiliation qui s'installait. Je suis resté là, au milieu de mon salon, tenant une serviette qui n'était même plus sèche, essayant de reprendre mon souffle. J'ai eu l'impression que le sol m'avait été arraché, mais personne ne l'avait vu arriver. Juste moi et une voix du passé qui a brisé le présent. Et pourtant, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Pas encore. Je me suis assise sur le bord du canapé, le linge oublié, le téléphone toujours dans ma main, comme s'il pouvait sonner à nouveau et annuler ce qui venait de se passer. Mais il ne l'a pas fait. La maison était complètement immobile, comme si elle retenait son souffle avec moi. J'ai fixé le mur pendant ce qui a semblé être une heure. Mon esprit a rejoué chaque moment récent avec Éric. Ces longues soirées, les voyages impromptus entre amis, les demi-sourires qui n'atteignaient pas tout à fait ses yeux. Tout a commencé à faire sens. Cet appel téléphonique a ouvert quelque chose en moi. Pas seulement le chagrin, mais la clarté. Camille avait appelé en pensant que je savais déjà. Cela signifiait qu'elle ne confessait pas. Elle essayait de se soulager la conscience avant qu'il ne puisse raconter sa version de la vérité. Je n'étais pas seulement trahi. J'étais manipulé. Et cela a fait bouger quelque chose en moi. La douleur a cédé la place à quelque chose de plus tranchant. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le chagrin. Je n'allais pas m'effondrer. Pas encore, en tout cas.
Parce que voilà le problème avec la trahison. Elle a des couches. Et sous le choc et la tristesse, il y a un espace. Un espace où les décisions sont prises. Des décisions calmes, stratégiques. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Pas exactement. Mais je savais que je n'allais pas lui dire que je savais. Pas encore. Il venait de me donner la vérité. Et il n'avait aucune idée de ce que j'avais l'intention d'en faire. Les heures qui ont suivi cet appel ont été lentes et surréalistes, comme si je regardais ma propre vie de l'extérieur de mon corps. J'ai traversé la maison comme un fantôme, vidant le lave-vaisselle, nourrissant le chat, répondant à quelques messages comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé à l'intérieur. Je me décomposais fil par fil. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la voix de Camille avait craqué. À la façon dont elle l'avait murmuré comme si elle me rendait service. Et le pire, c'est qu'elle pensait que je savais déjà. Mais maintenant que je savais, je ne pouvais plus rien ignorer. Chaque petit moment étrange des derniers mois est revenu comme une pièce de théâtre jouée à l'envers. Eric travaillant soudainement tard tout le temps, disant qu'il était débordé, mais ne montrant aucun signe de stress. La façon dont il sursautait quand j'attrapais son téléphone. Ce voyage de golf impromptu d'un week-end sans photo, sans bronzage et sans histoire. J'avais tout rejeté parce que c'est ce que l'on fait quand on fait confiance à quelqu'un. On lui donne le bénéfice du doute jusqu'à ce qu'il l'utilise pour vous enterrer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, je suis allé dans la cuisine, me suis assise à table et j'ai ouvert notre facture de téléphone. Les détails se sont déversés comme des preuves dans un tribunal. Son numéro est le sien des dizaines de fois par semaine. De longs appels tard le soir, pendant les pauses déjeuner, des textos qui augmentaient au même moment où il travaillait tard. Ce n'était plus seulement une trahison. C'était un schéma, une stratégie. Il vivait deux vies et j'étais l'accessoire de l'une d'elles. Je suis resté assise là longtemps, à fixer ses relevés téléphoniques comme s'ils pouvaient soudainement changer, comme si j'avais peut-être tort. Mais je n'avais pas tort. La vérité était là, dans les journaux d'appel et les horodatage, cruelle et indéniable. Il avait construit toute une routine pour cacher cela. Et l'appel de Camille, ce n'était pas une confession. C'était un contrôle des dégâts. Elle essayait de se décharger, pas de me protéger. Et honnêtement, cela a piqué autant. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un manque de respect. Même pas la courtoisie d'un mensonge en face. Juste le silence, une routine creuse. Les petits déjeuners, je t'aime, les oreillers partagés, pendant qu'elle entrait et sortait de son monde sur la pointe des pieds derrière mon dos. Et le pire, c'est que je l'avais senti. J'avais cette démangeaison dans l'estomac depuis des semaines, ce savoir silencieux que nous étouffons si souvent avec l'espoir. Parce que y faire face signifie que vous pourriez tout perdre. Mais maintenant, j'avais déjà perdu quelque chose de bien plus dangereux. Ma confiance. Pourtant, je n'ai rien dit ce soir-là. Il est rentré à la maison comme d'habitude, fatigué, distrait, m'a embrassé sur la joue comme si rien ne s'était passé. J'ai souri en retour. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, j'ai préparé le dîner, je l'ai écouté parler de politique de bureau dont je ne croyais plus qu'elle existait. Et pendant qu'il parlait, j'acquiesçais, je riais même. Mais à l'intérieur, j'étais déjà parti. Pas émotionnellement, stratégiquement, car quelque chose en moi s'était mis en place. Je n'allais pas juste partir. J'allais prendre mon temps. J'ai dormi à côté de lui cette nuit-là, écoutant sa respiration, regardant sa silhouette découpée dans la douce lumière du lampadaire à l'extérieur de notre fenêtre. Il avait l'air paisible, en sécurité, comme un homme n'ayant rien à cacher. Cela me donnait la chair de poule. Je suis resté allongé là, les yeux grands ouverts, tandis que le poids de tout m'oppressait la poitrine. Mais au lieu de me briser, j'ai commencé à réfléchir. Vraiment réfléchir, pas à pourquoi il l'avait fait. J'en avais fini avec ça, mais à ce qui allait suivre. C'est alors que quelque chose en moi s'est endurci. Je n'allais pas supplier pour avoir des réponses ni tomber dans ses bras en pleurant, demandant une clôture qu'il ne me donnerait jamais. Je méritais mieux que ça. Je n'étais pas sa petite gardienne de secrets fragiles. J'étais sa femme. Et s'il ne s'en souvenait pas, j'allais m'assurer qu'il n'oublie jamais le prix qu'il lui en coûtait de me sous-estimer.
J'ai donc commencé à esquisser un plan tranquillement, soigneusement, non par vengeance, mais par amour-propre, par quelque chose de plus profond que la colère. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de ce qu'il avait fait. Il s'agissait de la façon dont j'allais y répondre, selon mes conditions, en montant. Je ne voulais pas de chaos. Je voulais de la clarté. Je voulais qu'il me regarde dans les yeux un jour et qu'il réalise que j'avais su depuis le début et que j'avais choisi d'avoir 5 pas d'avance, et je n'aurais pas besoin de crier. Je n'aurais pas besoin de m'effondrer. Non. Le moment venu, je laisserai la vérité crier pour moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Il y avait quelque chose de puissant à prendre le contrôle en silence. J'ai préparé du café, me suis assise à table avec mon ordinateur portable et j'ai tapé « détective privé près de chez moi ». Cela m'a semblé étrange au début, comme quelque chose sorti d'un film. Mais je n'agissais pas. C'était réel. Je n'avais aucune intention de confronter Eric sans preuve aussi solide qu'elle ne puisse être déformée, niée ou minimisée. Je voulais la vérité avec des dents. À midi, j'avais un rendez-vous pour le lendemain. L'enquêteur était discret, efficace et bien trop expérimenté dans ce genre de choses. Je lui ai dit que je voulais une confirmation, non pas parce que je ne croyais pas Camille, mais parce que j'avais besoin de plus que sa parole. J'avais besoin de chronologie, de photos, de reçus. Je voulais voir où ils se rencontraient, à quelle fréquence, à quel point ils étaient effrontés. Et en quelques jours, je l'ai eu. Des photos d'eux dans un hôtel boutique, un dîner en ville, sa main caressant sa joue comme si elle lui appartenait. Et le pire, c'est qu'il avait l'air heureux, pas coupable, pas distant, pas conflictuel, juste heureux, comme si notre vie commune n'était même pas une ombre sur sa conscience. Cette image m'est restée plus que toute preuve explicite. Ce n'était pas juste de l'infidélité. C'était de l'effacement. Il avait construit un autre monde où je n'existais pas. Et cela, plus que tout le reste, m'a poussé à m'asseoir avec un avocat dès le lendemain matin. Non pas pour parler de si je partais, mais de comment. L'avocate était vive, composée et ne perdait pas de temps avec les mondes, ce que j'ai apprécié plus que je ne m'y attendais. Elle a tout exposé en ligne claire, actifs, options, leviers. Je lui ai remis le dossier que j'avais préparé. Textos imprimés, journaux d'appel, relevés bancaires, même les photos. Elle les a feuilletés calmement, hochant la tête. « Vous avez fait vos devoirs », a-t-elle dit. Et je l'avais fait, car il ne s'agissait plus de douleur. Il s'agissait de précision. Je ne partais pas brisé. Je partais préparé. Mais d'abord, j'ai dû jouer mon rôle un peu plus longtemps. Alors, je me suis replongé dans le rôle de l'épouse ignorante. Je riais de ses blagues fatiguées. Je cuisinais ses plats préférés. Je l'embrassais bonne nuit. Tout cela pendant que la paperasserie avançait en coulisses. C'était épuisant mais aussi habilitant. Comme si j'avais une force secrète enveloppée de calme. Il n'en avait aucune idée. Et c'était la beauté de la chose. Plus il croyait que j'étais dans le noir, plus j'avais de pouvoir entre mes mains. Puis j'ai planté la dernière graine, notre dîner spécial. Je lui ai dit que je voulais cuisiner quelque chose de sympa pour le week-end. Juste nous deux. Sans distraction. Une soirée douillette à la maison, il a souri, flatté, complètement inconscient. Ça sonne parfait, a-t-il dit, versant du vin comme s'il n'avait pas détruit notre vie derrière mon dos. J'ai souri timidement. Mais à l'intérieur, je dressais déjà la table. Pas pour la romance, mais pour la révélation. Et croyez-moi, je l'allais servir froid. Les jours qui ont précédé ce dîner ont été presque surréalistes. Il m'a embrassé au revoir le matin, m'a envoyé des textos du travail comme si tout allait bien. Et j'ai joué le jeu, chaque sourire plus délibéré, chaque mot plus contrôlé. Je l'ai regardé se déplacer dans notre maison, dans ma vie, ignorant que chaque pas qu'il faisait le rapprochait du bord. L'enquêteur m'a envoyé une dernière fournée de photos. Elles étaient récentes, fraîches. Lui et Camille à nouveau, son bras autour de sa taille, ses lèvres sur son cou. Je les ai transférées à mon avocate sans sourciller. C'était étrange à quel point j'étais devenu insensible à tout cela. La trahison n'était plus une blessure. C'était des données, des preuves. Des preuves à mon avantage. La maison, les économies, tout ce que nous avions construit.
Je me positionnais pour que tout tombe dans mes mains. Pas parce que j'étais gourmande, mais parce que je l'avais mérité. J'avais gardé cette maison au chaud pendant qu'il donnait sa chaleur à quelqu'un d'autre. Maintenant, je récupérais chaque centimètre. Et il n'avait aucune idée qu'il m'aidait à le faire. Je lui ai demandé de prendre le dessert en rentrant. Je lui ai dit de porter quelque chose de joli. J'ai dit que je voulais avoir l'impression que nous étions de nouveau en rendez-vous. Il a ri, m'a dit qu'il aimait ce nouveau côté romantique de ma part. J'ai souri et je n'ai rien dit car la nuit était presque là. Le dîner était prêt. Le dernier coup était imminent. Et la vérité, je n'étais pas nerveuse. J'étais prête. Ce samedi soir, la maison sentait le romarin et l'ail rôti. Des bougies vacillaient dans la salle à manger. Un jazz doux jouait en fond sonore, un de ses vieux disques préférés. Tout avait l'air parfait, douillet, romantique, exactement comme il l'aimait. Il est entré avec un sourire dans un sac de boulangerie, m'a embrassé sur la joue et a dit « Waouh, tu as vraiment mis les petits plats dans les grands. » J'ai hoché la tête. « C'est une soirée spéciale », ai-je répondu. Et oh, elle l'était. J'avais invité quelques amis proches à nous rejoindre à la dernière minute. Je lui ai dit qu'il n'avait pas posé de questions, il a simplement supposé que je voulais de la compagnie, un peu de rire autour de la table. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais choisi des personnes très spécifiques, des amis qui nous connaissaient depuis des années, des amis qui croyaient en notre mariage, et surtout, des amis dont l'opinion comptait toujours pour lui, le genre qui pourrait brûler en entendant la vérité. Nous avons trinqué, nous avons ri, nous avons passé des assiettes de nourriture comme si rien ne bouillonnait en dessous. Puis, après le dessert, je me suis levé. En fait, j'ai une petite surprise, ai-je dit, faisant semblant de tâtonner avec mon téléphone. Il a levé les yeux, mi-curieux, mi-distrait. J'ai eu un appel téléphonique vraiment intéressant cette semaine. Quelqu'un voulait s'excuser. Cela a attiré l'attention de tout le monde. J'ai tapé. La pièce s'est immobilisée, puis la voix de Camille s'est échappée par le haut-parleur, douce, nerveuse, indubitable. Nous nous sommes revus. Un halètement, une fourchette tombant sur la table, et le visage d'Éric. C'était le genre de silence que l'on ressent. Il avait l'air d'avoir été frappé au visage, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, cherchant quelque chose à dire qui ne rendrait pas les choses pires. Mais il n'y avait plus rien à protéger. La voix de Camille continuait de jouer, tremblante de culpabilité, admettant chaque élément disgracieux. On pouvait entendre la pièce respirer. Personne ne bougeait. Personne ne clignait des yeux. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. Je me suis juste tenu là, laissant les mots flotter dans l'air comme la fumée d'un incendie que je n'avais pas allumé, mais dont j'étais sûr de finir. Quand l'audio s'est arrêté, personne n'a parlé. Pas pendant quelques secondes. Et puis j'ai lentement attrapé le tiroir à côté de moi et en ai sorti l'enveloppe. Épaisse, soigneusement étiquetée. Je me suis approché et l'ai posé devant lui comme un dernier plat. « Ceci est pour vous », ai-je dit. Ma voix calme, mesurée. Et ne vous inquiétez pas, votre ex m'a déjà aidé à la préparer. Cette phrase l'a frappé comme un coup de poing. Je pouvais voir le déni monter dans sa gorge, mais il ne pouvait pas s'échapper. Pas devant des témoins. Pas après ça. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait les papiers. Divorce, partage des biens, propriété, tout était clair, tout était légal, tout était fait. Il m'a regardé comme s'il ne savait plus qui j'étais. Mais voilà le truc. Je n'avais pas changé. J'avais juste arrêté de rétrécir. Tout le monde autour de la table me regardait différemment aussi. Pas avec pitié, mais avec quelque chose de plus proche de l'admiration. Je n'étais pas la victime de son histoire. J'étais l'éditeur. Excusez-moi, un demi-excuse, un demi-déni. Mais je ne lui ai pas laissé la chance. J'ai levé une main, douce mais ferme, et j'ai dit, ne dites rien. Vous en avez déjà dit assez. Et il l'avait fait. Entre les longues soirées, les mensonges, le silence, il avait écrit chaque ligne de cette fin. La pièce est restée silencieuse, le regardant se tortiller. Ce n'est pas de la rage qu'ils ont vu en moi. C'était de la résolution. Et cela, je pense, l'a plus déconcerté que si j'avais crié. Je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour en finir.
Il a regardé autour de la pièce pour trouver quelqu'un qui le sauve. Mais personne n'a bougé. Personne ne le ferait. Nos amis n'étaient pas stupides. Ils avaient vu assez maintenant pour reconstituer le reste. Et je n'avais pas besoin de leur sympathie. J'avais leur clarté. Je n'avais pas peur d'être seul à cette table. J'avais été seul pendant des mois. La seule différence maintenant, c'est qu'il le savait aussi. Et alors qu'il était assis là avec sa culpabilité mise à nu, j'ai ramassé la vaisselle comme une hôtesse parfaite, calme, gracieuse, en plein contrôle. C'est la partie qui l'a le plus touché. Pas l'enregistrement, pas les papiers, mais la façon dont je ne me suis pas effondré. J'avais construit toute la nuit comme une maison de miroirs, le laissant apercevoir chaque angle de lui-même. Aucune distorsion, aucune excuse, juste la vérité, encadrée et bien éclairée. Et alors qu'il essayait de reprendre son souffle dans une pièce qui semblait soudainement trop petite, j'ai regardé à travers la table la femme que j'étais et j'ai hoché la tête. Elle avait enfin son moment. Le divorce s'est réglé plus rapidement que prévu. Je pense qu'il voulait juste que ce soit fini. Vouloir disparaître avant que le poids de ce qu'il avait fait n'écrase la dignité qui lui restait. Et honnêtement, je ne l'ai pas arrêté. J'ai gardé la maison, les économies, la voiture. Mais plus important encore, j'ai gardé ma paix. Mes nuits étaient à nouveau calmes. Pas à cause de la solitude, mais à cause de la liberté. Plus d'attente de pas qui arrivait trop tard. Plus de faux semblants pour ne pas sentir le parfum qui n'était pas le mien. Camille. Elle n'est pas restée. 2 semaines après le dîner, il a déménagé. 3 semaines plus tard, elle est partie. Pas d'adieu dramatique, pas de retombées publiques, juste disparue. Peut-être qu'elle a réalisé que s'il pouvait me mentir si longtemps, il pouvait aussi lui mentir facilement. Ou peut-être qu'elle a juste obtenu ce qu'elle voulait et s'est lassée. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Plus maintenant. Je n'étais pas intéressé par leur désordre. J'avais déjà assez nettoyé. Et maintenant la maison était à nouveau à moi. Vraiment à moi. J'ai commencé à repeindre, à réorganiser, à sortir ces restes des tiroirs et des placards et à les mettre près de la porte, une boîte à la fois. Il y avait quelque chose de sacré dans le processus, comme si je récupérais l'air. Chaque coin que je touchais semblait un peu plus léger, un peu plus moi. Je ne passais pas seulement à autre chose. Je reconstruisais. Pas en tant que femme éconduite, mais en tant que femme éveillée. Et à chaque coup de pinceau, je me rappelais que c'était le prix de la liberté, et que je l'avais payé en entier. Certains jours, je me surprenais à attraper 2 tasses à café au lieu d'une. Mémoire musculaire, habitude. Mais je souriais et remettais la deuxième, non pas avec tristesse, mais avec reconnaissance. Cette version de ma vie s'était terminée et celle-ci commençait. Le silence ne me faisait plus peur. Il ressemblait à une possibilité. Je me suis mise à me réveiller tôt, à faire de longues promenades, à acheter des fleurs fraîches juste parce que je voulais voir quelque chose fleurir. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais personne pour me rejoindre. Les gens continuaient de me dire à quel point j'étais forte. Mais ce n'était pas la force qui m'avait aidé à traverser. C'était la clarté. Au moment où j'ai arrêté de demander pourquoi et que j'ai commencé à demander quoi maintenant, tout a basculé. J'ai arrêté de m'accrocher à la version d'Éric que j'avais aimée et j'ai commencé à accepter celle que j'avais réellement épousée. C'était la partie la plus difficile. Pas la trahison, mais l'acceptation. Une fois que j'ai fait la paix avec la vérité, j'étais inarrêtable. Et les gens autour de moi l'ont remarqué. Ils m'ont vu me relever et ils m'ont choisi. Des amis qui semblaient autrefois incertains ont décroché le téléphone. Des membres de la famille m'ont contacté avec douceur dans leur voix. Personne ne me blâmait plus pour avoir été prise au dépourvu. Ils admiraient ma façon de gérer la situation, avec dignité, avec stratégie, la tête haute. Je n'avais pas seulement traversé le feu. J'avais porté un sacré seau d'eau, l'avais vidé et reconstruit à partir des cendres. Et honnêtement, cela me allait bien. La dernière chose que j'ai faite a été d'emballer le dernier tiroir dans le couloir, celui avec ses vieilles clés, ses chaussettes dépareillées et des choses aléatoires qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer que je gardais organisées. Je les portais jusqu'à la porte d'entrée, les posais doucement, et je les juste regardé un instant. Il ne s'agissait plus de colère. Il s'agissait de clôture.
Cette boîte n'était pas seulement remplie de vieilleries. Elle était remplie de la version de moi qui tolérait trop, souriait à travers trop de mensonges, restait silencieuse trop longtemps, et elle n'habitait plus ici. J'ai fait une dernière promenade dans la maison ce jour-là. Les murs étaient plus clairs, le silence était différent, pas creux, mais paisible. Je suis passé devant le miroir dans le couloir et j'ai aperçu mon reflet. Pas brisé, pas amer, juste libre. J'ai ouvert les fenêtres, laissé l'air entrer, et j'ai respiré la vie que j'avais retrouvée. Pas grâce à lui, mais malgré lui. Et alors que je jetais sa dernière boîte dans le tas de dons, j'ai ri parce que cet appel téléphonique, celui qui avait tout brisé, s'est avéré être un cadeau. Camille n'avait pas l'intention de me libérer, mais elle l'a fait. Elle voulait juste s'excuser. Et à la fin, j'aurais dû la remercier, non pas pour la confession, ni même pour la vérité, mais pour avoir allumé l'allumette qui a brûlé le pont dont j'avais trop peur de m'éloigner. Elle m'a donné ma liberté, et je l'ai prise.